Merci Caroline et Caroline Ça fait toujours fait plaisir. de nous avoir accueillis et pour la petite visite. En fait, là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un entretien sans filtre un petit peu. Si vous aviez, vous, des insights, des tips à partager aux entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo. Alors moi, j'ai déjà, ça fait combien de temps que vous travaillez chez Isara, toutes les deux? Alors moi, ça fait 4 ans. D'accord. Moi, j'ai intégré l'ISARA il y a 4 ans. Après un parcours plus, moi, je suis issue d'école de commerce et j'ai travaillé pendant près de 10 ans en agence de communication, de marketing. Ok. Et du coup, j'ai rejoint l'ISARA et plus spécifiquement ISARA Conseil pour faire du développement commercial, marketing et communication, donc il y a 4 ans, avec un profil un peu différent du coup des autres collaborateurs, parce que qui sont tous issus de formation scientifique, Ok. ingénieurs. Donc voilà, donc je fais la complémentarité versus les autres profils. Et donc moi, ça fait 10 ans que je suis à l'ISARA. J'ai rejoint l'ISARA après avoir été chef de projet R&D dans une entreprise agroalimentaire. Et j'ai un diplôme assez standard d'ingénieur agroalimentaire spécialisé en recherche et développement. Selon vous, en fait, par rapport à, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un marché, je vais pas dire qui est en croissance, parce que en ce moment, ça a l'air un peu compliqué quand même de se lancer. Je sais que moi, pour parler à pas mal d'entrepreneurs ou à des prospects, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur. Vous, aujourd'hui, parmi tous les projets que vous voyez passer, quelles sont un petit peu on va dire les forces, ou on va dire les faiblesses aussi, des projets qui marchent? Alors les projets qui marchent, je pense que c'est aussi beaucoup lié à la personne qui fait le projet. Ok. Parce que finalement, un projet sans l'équipe qui est derrière, c'est pas grand-chose. Une idée, c'est vrai qu'on est souvent avec les porteurs de projets sur j'ai une idée géniale, confidentialité de l'idée. Ok, mais en fait, c'est pas tant l'idée, c'est vraiment le travail qu'il y a derrière et l'ouverture aux remarques, aux conseils qu'on peut avoir. Moi, j'ai l'impression que les projets qui marchent, c'est les projets qui n'hésitent pas à évoluer et à Mhm. changer par rapport au retour et à être toujours super ouvert d'esprit sur les retours clients. C'est je fais un premier test, j'ai un retour client, ça fonctionne pas. J'hésite pas à modifier mon idée par rapport à mon idée de départ et à être, voilà, à pas hésiter à pivoter rapidement. Et également aussi avoir des porteurs de projets qui sont complémentaires. Le Mhm. fait aussi dans les équipes d'avoir souvent un profil justement un peu plus technique et un autre plus business, marketing, on se rend compte que c'est quand même une bonne recette Mhm. pour arriver à se développer. Et je rajouterais aussi peut-être être accompagné, enfin Mhm. bien accompagné et savoir du coup aussi s'entourer. Ils peuvent pas avoir toutes les Mhm. expertises, mais par contre aujourd'hui il y a quand même un écosystème où qu'il soit hein, en France. Je pense qu'ils peuvent trouver un écosystème d'accompagnement qui soit qualitatif. Et du coup, il faut savoir effectivement se tourner vers cet écosystème et arriver à s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir développer aussi son projet. Vous avez dit tout à l'heure, Caroline, vous avez dit tout à l'heure le feedback client, avoir justement cette capacité à se développer, enfin à changer rapidement après un feedback client. Est-ce que je sais qu'on est on est dans des domaines, un domaine qui est sensible, qui est la food. Ça peut prendre du temps pour développer même, je veux dire le proof of concept ou le MVP comme on appelle. Est-ce que pour vous, parce que il y a aussi un défaut qu'on peut remarquer chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on attend trop longtemps avant d'aller se confronter au marché. Est-ce que justement dans un domaine qui est quand même touchy, qui touche à la santé, est-ce que vous recommandez d'aller vite être confronté au marché, même si la version n'est pas totalement, totalement, on va dire, industrialisable, mais qu'elle est déjà consommable où on peut faire des tests? Est-ce que vous recommandez ce genre de choses-là? Complètement. Ouais, 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 complètement. Après, on est d'accord, on est sur un produit alimentaire, des produits qui peuvent être bien dangereux, sûr. mais en fait, on peut très bien faire des prototypes. On valide les prototypes d'un point de vue microbiologique pour voir s'ils sont pas dangereux. Ça peut Mhm. être fait
rapidement et ces prototypes validés, on les fait tester aux clients. En fait, faut pas attendre, je pense, que le produit soit complètement fini, industrialisé, qu'on ait trouvé une usine pour le faire ou qu'on ait fait un pilote. On peut dès l'étape, on a vu tout à l'heure qu'on commençait par l'étape labo cuisine. Étape labo cuisine, ça suffit pour déjà aller voir le client, lui parler du concept, lui parler du goût et avoir des retours parce que en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a sa vision, une vision qui est une bonne vision, je dis pas, mais il faut confronter le plus possible au client, à la cible qu'on pense avoir pour justement être sûr de pouvoir les toucher après et qu'on parte dans une bonne direction. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est long après, ça demande du temps. Donc, il faut essayer d'avoir des retours rapidement pour pouvoir bouger et sans trop dépenser de l'argent parce que si étape labo, on fait des petites quantités, donc ça va, on peut les faire sans trop dépenser, mais quand on passe à l'étape pilote, déjà, on fait des plus grosses quantités avec des équipements, éventuellement des locations de pilotes, donc c'est un coût. Quand on passe sur sa ligne de prod ou chez le sous-traitant, c'est un coût qui est encore plus important. Donc pour limiter les risques, on fait des allers-retours à chaque étape, à chaque modification le plus possible. D'accord. Justement, des choses qu'on met en place assez régulièrement dans le cadre d'Isara Conseil et par les consultants, à la fois R&D et marketing. Il y a beaucoup de phases itératives avec les porteurs de projets qu'on accompagne. Ils développent le produit et après, on fait tester via des études quanti, quali, auprès des cibles potentielles pour valider du coup le produit, ses qualités organoleptiques, le fait qu'il y a une appétence réelle auprès des cibles. Et c'est ces phases vraiment itératives entre le marketing, la R&D qui sont hyper pertinentes pour pouvoir justement arriver en phase pré-industrielle avec un produit qui a du coup son marché derrière. Ce qui induit aussi le fait de bien connaître sa cible et le marché. Donc, ne venez pas la fleur au fusil juste avec le produit. Alors là, je vais insister là-dessus parce qu'on a souvent des porteurs de projets qui viennent nous voir en disant le technique je connais pas, mais marketing je connais. Ok, mais faites vraiment attention. On a des idées, mais vraiment les confronter. Parce qu'une idée, c'est quand même un marché derrière, c'est ce que vous dites. Et c'est vrai que la partie marketing est souvent trop laissée de côté ou trop pensée qu'on maîtrise. Vraiment essayer d'aller au bout et de s'entourer, même pour cette partie-là qui a l'air plus facile que la partie technique, parce que la partie technique, ça demande des connaissances scientifiques qu'on n'a pas forcément, mais marketing, c'est pareil, même si ça se voit pas forcément. Et je pense que c'est vice-versa, parce qu'il y en a qui sont très bons en marketing et qui se disent, de toute façon, aujourd'hui, c'est que le marketing qui fonctionne et avec une bonne pub, je peux vendre n'importe quoi, même si c'est pas forcément très bon. Mais ce qui va arriver derrière, c'est qu'il y aura pas de la rétention client. Si un produit il est pas bon, on s'arrête tout de suite et on dit à ceux qu'on connaît que c'est pas bon et du coup personne n'achète plus. Et à contrario, on a des gens qui ont des très bons produits et qui vont se dire mon produit de toute façon il est excellent, j'ai pas besoin de faire du marketing, ça marche très bien et ça suffit. Donc en fait, faut coupler. On est d'accord, les deux. Ok. Et c'est pour ça qu'on couple, nous, au sein d'Isara Conseil, justement, le marketing, la R&D, et ensuite, même, on va jusqu'à la qualité, parce que vous parliez aussi du fait que on doit répondre à des normes aussi sanitaires. Nous, on peut accompagner aussi les porteurs de projets sur ces enjeux-là pour les aider à se mettre, du coup, en corrélation avec les normes HACCP et autres. Donc, on va aussi jusque-là pour les accompagner. Ok. Alors autre question, selon votre expérience, quelle est la partie, lorsqu'on on va prendre un exemple, je suis un entrepreneur, je veux développer des gâteaux, des biscuits, une boisson. Pendant ce processus-là, par rapport à votre expérience, quelle est la partie qui va être la plus compliquée ou la plus difficile selon vous? Ça dépend du produit. Parce que là, vous avez eu l'exemple des gâteaux. C'est un exemple qui est intéressant parce que gâteau, on va faire des choses en laboratoire de formulation, en test domicile. Et en fait, ce qui va être compliqué, c'est quand on va passer en industrialisation avec des machines industrielles. Voilà, par exemple, doseuse rotative. Voilà, je mets des mots comme ça, mais en gros, c'est des machines industrielles qui vont avoir un impact très fort sur la pâte et on va avoir une grosse différence entre ma texture à l'échelle labo et ma texture en fin de production. Et ça, c'est
c'est vraiment ce qui est super important, c'est de se rendre compte, en fait, l'impact de mon process de fabrication. Je peux revoir la question parce que j'ai pensé à ça et j'ai Non, été la question, perdue c'est en plus. quel est le processus le plus compliqué, on va dire, dans la partie développement produit? Si on prend le processus développement produit de A à Z, produit food, quelle est la partie vraiment qui va être la plus difficile, la plus complexe? La Ou- phase d'industrialisation. Alors, industrialisation, en fait, tout dépend, enfin, ça dépend du produit, ça dépend du produit pour les phases et ça dépend de l'entreprise. Si on a un porteur de projet, par exemple, une des phases les plus compliquées, ça va être la recherche de sous-traitants. Hum, Parce que la recherche de sous-traitants, quand on est un porteur de projet, on vient le voir, on l'intéresse pas forcément parce qu'on n'a pas des volumes, on n'a pas de nom, on n'a pas de volume et on n'a pas d'argent. C'est normal, clairement. on est un porteur de projet. Donc ça va être une phase qui est dure quand on est à une grande entreprise. Ce qui va être dur, ça va être finalement cette phase d'investissement pour avoir un nouveau produit. C'est le risque de se lancer dans un nouveau produit. Donc souvent, on passe par de la sous-traitance avant, mais voilà, c'est quel risque on prend pour avoir un nouveau produit. Et après, la phase la plus compliquée, voilà, c'est C'est les deux plus, ouais, ouais. je pense. Je sais pas si tu as des idées. Non, pas forcément. Après, une phase peut-être primordiale, sans que ce soit la plus compliquée, c'est d'arriver peut-être à se structurer dès le départ et d'arriver du coup à déterminer quel va être son cahier des charges, ce sur quoi on veut vraiment pas déroger, parce que le porteur de projet, souvent, il arrive, il a plein d'idées, il Hum, a un cahier des charges quand même long comme le bras, mais après, il y a la réalité hum, aussi technique. Donc voilà, il faut arriver, je pense, dès le départ à bien connaître les différentes étapes du process aussi de développement, savoir qu'on passera à côté de rien. Enfin, du coup, ouais, arriver à se structurer pour bien comprendre le process de développement produit du cahier des charges jusqu'à la phase industrielle et voilà, s'assurer de rien oublier. Je pense que tu as raison, parce qu'il y a aussi cette idée quand on a des entrepreneurs aussi qui ont l'habitude de faire beaucoup de projets, c'est se structurer et prioriser aussi. hum. Prioriser, voir finalement qu'est-ce qui va être le plus pertinent et choisir un produit et s'y tenir. D'accord. Donc vraiment la constance sur le même produit et surtout connaître les process, Ouais, connaître, le bien connaître les processus. process. Le process de développement est bien passé par tout le processus. On l'a pas rappelé, mais le processus de développement de produit, c'est bien déjà faire des essais, avoir un cahier des charges. Hum, Le processus de développement produit, c'est déjà avoir un cahier des charges déterminé et voir si déjà par rapport à ce cahier des charges, d'un point de vue technique, c'est réalisable, ce qui est pas toujours le cas. Avoir un cahier des charges, à partir de ce cahier des charges, faire des petits essais cuisine, si c'est pertinent par rapport au produit à développer, bien sûr, et ensuite des essais pilotes avant la sous-traitance. ok. Mm. C'est aussi, par exemple, ça arrive souvent que des porteurs de projets, en termes d'allégations, ils souhaitent mettre plein de choses sur leur Mhm, packaging, mhm, produits sains, très bons pour la mhm, mhm, santé. Et en fait, il y a une réglementation aussi mhm. autour de ça. Et ça, c'est important aussi qu'ils en aient conscience et qu'ils passent par cette phase de validation aussi réglementaire. Est-ce que ce que je veux dire sur mon étiquetage, c'est vrai? Est-ce que c'est légal? Et tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils aient en tête parce que, comme on le disait, on est quand même sur un secteur sensible avec beaucoup de réglementation et ça arrive souvent que des porteurs de projets ne se rendent pas compte Mhm. qu'il y a tout ça derrière dans l'univers food et il faut l'avoir en tête. D'accord. On va parler maintenant un petit peu budget, Mhm. parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Je pense qu'il y a soit une méconnaissance dans le fait où on se dit il faut trop d'argent pour lancer un produit food, et d'autres qui se disent peut-être que avec pas beaucoup d'argent, je peux lancer. C'est-à-dire vous par rapport à votre expérience, je demande pas une somme précise, hein. Est-ce qu'il y a un budget qu'un porteur de projet ou même une entreprise qui souhaite lancer un deuxième produit doit avoir, enfin une fourchette, hein, moi je dirais une fourchette plutôt, Mhm. si vous avez en tête. Par exemple, une entreprise qui nous sollicite pour le développement technique d'un nouveau produit et peut-être derrière un peu la validation marketing,
marché. Alors ça dépend du produit, ça dépend d'où elle part, mais disons que de la formulation jusqu'à, on va dire, la recherche de sous-traitants pour une recette et des tests un peu consommateurs au fil de l'eau pour bien valider que le produit correspond à un besoin, on va être sur une fourchette. Alors, avec Isara Conseil, avec les prestations de nos consultants, on va être sur une fourchette budgétaire, je dirais, entre 10 et 15 000 euros pour développer un produit. Et sur ces aspects-là, technique et marketing. Sans parler après de l'accompagnement à la stratégie de distribution commerciale. Après, nous, dans tous les cas, dans notre mode de fonctionnement, les porteurs de projets nous soumettent leur projet et on fait une recommandation d'accompagnement avec un budget associé. Mais en général, voilà, on peut se dire entre 10 et 15 000 euros, on peut développer un produit techniquement et avec validation de sa cible sur le marché. Moi, je pense que vous avez raison, c'est cher de développer un produit alimentaire. Parce que de toute manière, c'est beaucoup de temps. Vous l'avez dit, c'est un produit sensible. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un produit sensible? Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de tests à réaliser, des tests physico-chimiques, on a pu les voir, mais éventuellement, il y aura peut-être aussi des tests microbiaux, des tests de vieillissement. On a vu, il y a plusieurs étapes, donc il faut à la fois faire des tests labo, des tests pilotes. Donc il y a le temps pour faire ces tests, les prix des matières premières. Et une fois qu'on a fait ces tests, en plus, on va chez le sous-traitant. Et le sous-traitant, il va pouvoir demander des prix pour refaire ce type d'analyse. Parce qu'en fait, nous, au niveau de la R&D, on s'arrête sur un produit qui n'est pas le produit final. Le produit final, il sera chez le sous-traitant avec ses équipements, avec ses matières premières ou les matières premières qui seront recommandées. Et donc, il y aura encore un travail à faire chez le sous-traitant qui sera souvent aussi un travail qui sera plus ou moins cher, en fait, ce qu'il y a à faire. Donc, oui, il y a un budget pour mettre au point un produit alimentaire. De plus en plus de porteurs de projets font aussi appel à des sous-traitants et ne choisissent pas d'internaliser directement aussi leur production. Avant, c'était quelque chose qui se faisait quand même peut-être plus facilement ou en tout cas plus régulièrement. Mais là, de manière assez fréquente, les porteurs de projets choisissent de faire appel à des sous-traitants avant de développer leur usine. Alors moi, j'ai une question sur les sous-traitants français. Parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vrai que trouver des sous-traitants français dans l'agroalimentaire, c'est dur quand même. Pourquoi moi, je sais que j'ai bossé avec des marques, avec des sous-traitants qui étaient par exemple en Espagne ou autres, mais on a cette impression, je garde le mot impression, parce que je pense que c'est pas le cas, que les sous-traitants français, si on n'est pas un grand groupe ou si on n'a pas des 1000 et des 100, en fait, on veut pas bosser avec nous. Est-ce que vous, de votre côté, quand vous accompagnez les différents projets, vous avez aussi ce sentiment-là? Et si oui, quelle est votre impression aussi par rapport à ça? En fait, je pense qu'avoir une usine agroalimentaire, c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'investissements machines et ensuite, c'est un suivi qualité, un suivi documentaire qui est très important. Donc, on doit faire des analyses microbiologiques pour certains produits ou pour certains. Et quoi qu'il arrive, on doit mettre en place une méthode HACCP quand on arrive avec un nouveau produit alimentaire. Donc, arriver avec un nouveau produit dans une usine agroalimentaire, ça demande beaucoup de travail en fait. C'est pas juste, c'est bon, j'ai les équipements, je fais le nouveau produit. C'est non, ça va rentrer dans un système de qualité, donc il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place, donc ça va demander beaucoup de temps. Et les PME, TPE françaises ont pas de temps. En plus, l'agroalimentaire, c'est un secteur où les marges sont très faibles. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas des usines avec des grosses marges. Donc, c'est difficile de rentrer, d'avoir un bon prix et d'être très compétitif et attractif. Et surtout quand on est un porteur, quand
Porteur de projet parce que plus grand groupe, on arrive avec des volumes. Donc quand on arrive avec des volumes, ça va parce qu'on va rentabiliser l'investissement de l'entreprise, de l'usine. Mais là, si on arrive avec l'usine, on n'a pas de volume, on a des nouvelles matières, on doit adapter le process, faut trouver quelqu'un qui a envie de le faire, quoi. Mais et puis peut-être qu'on n'a pas tant. Pourtant, on a quand même pas mal de PME, mais qui sont déjà qui sont déjà full, sous l'eau et qui essayent de s'en sortir, avec leur marge. En fait, c'est pas. Je pense que c'est une question de conjoncture française sur le secteur, plus qu'on n'a pas envie d'accueillir d'autres personnes. D'accord. Est-ce que alors si on prend est-ce que l'alternative, elle ne serait pas justement alors l'alternative qui peut aussi ne pas être bien, c'est venir avec un produit qui est déjà similaire ou très similaire à ce que l'usine a fait déjà. Dans ce cas-là, on peut rentrer dans un process qui est déjà quasi existant ou déjà existant, même si faut toujours adapter qualitativement parlant et en termes de contrôle. Mais le risque, ça peut être aussi que par rapport à la concurrence, c'est exactement la même chose. Mais ça se fait. Enfin, ça, quand on trouve des sous-traitants, il y a des sous-traitants qui disent j'ai mon catalogue de produits à marque blanche que vous pouvez distribuer. Et ça, effectivement, c'est plus facile. Parce qu'on n'a pas, il n'y a pas un travail supplémentaire qui est demandé aux sous-traitants, c'est juste vous mettez votre branding sur le produit et ça se fait. Après, c'est vrai que on est moins dans l'innovation. Après là, du coup, faut jouer un peu plus sur le marketing. C'est ça. D'accord. Avant-dernière question, comment vous, aujourd'hui, vous voyez justement le marché de la food en France en termes d'évolution, de conjoncture parce que là, les personnes qui vont nous regarder, qui vont peut-être se dire moi je voulais lancer mon produit dans la food, je les écoute là, en fait faut pas y aller. je vais pas le faire, je vais garder mes sous, je vais faire autre chose. Mais est-ce que comment vous voyez vous l'avenir, enfin la conjoncture, enfin franchement, c'est une question, c'est difficile à répondre. Moi, je suis pas spécialiste. Après, quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin de se nourrir. Donc voilà, on va pas. Non mais non, l'innovation parce qu'il y a quand même, on fait face à des grosses transitions et aussi alimentaires. Donc on a aussi besoin justement d'entrepreneuriat, d'innovation autour de l'alimentation durable. Donc on aura toujours besoin de se nourrir et de plus en plus durablement. Donc c'est important qu'il y ait des porteurs de projets et qui innovent pour faire en sorte que de perdurer. C'est très compétitif, ça l'est de plus en plus. Donc je sais pas ce que je veux dire en fait. Franchement, mais voilà, c'est sûr que c'est pas l'univers le plus simple et c'est pourtant l'univers dans lequel on a le plus besoin aussi d'entrepreneuriat et d'innovation. Exactement. On aura toujours besoin de manger. Et peut-être la dernière question pour terminer, si vous aviez chacune d'entre vous un conseil à donner à un entrepreneur, un porteur de projet qui nous regarde, une jeune entreprise dans le domaine de la food, ce serait lequel? Moi, ça serait celui de s'entourer. D'accord. S'entourer et échanger, partager, parce que je pense que quand on est porteur de projet, on peut être facilement aussi isolé. C'est une aventure qui, souvent se mène un peu seule, donc c'est bien de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, collaborer, échanger avec d'autres porteurs de projets qui sont peut-être pas au même stade de leur aventure entrepreneuriale et du coup qui peuvent vraiment conseiller. C'est surtout ça, pas rester seul et bien s'entourer. Parfait. Moi, je vais redire la même chose que tout à l'heure, c'est pas hésiter à modifier son produit par rapport à son idée de départ. C'est vraiment pas s'entêter dans quelque chose et se dire rester ouvert, c'est aussi avec le fait d'être échangé, c'est aussi avec le fait d'échanger, c'est vraiment faire évoluer son produit. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps. On va mettre toutes les, enfin, moi aussi je bug,
tous les renseignements en description d'Isara, que vous pourrez contacter si vous avez des projets. Ils sont très gentils, ne vous inquiétez pas. Et puis ça s'est très bien passé. On a déjà travaillé avec eux et c'était vraiment génial. Je recommande. Merci pour vos conseils, merci pour l'accueil et puis bientôt. Merci à vous.